Physiquement identiques, malades en même temps, toujours ensemble. Enfants, Colette et Catherine sont les jumelles que tout le monde imagine. Mais en grandissant, leurs particularités s'affinent. Elles trouvent chacune leur place, unique, et avec elles, des épreuves bien différentes à traverser. L'histoire de Colette est la deuxième partie d'une histoire en 2 parties. N'oubliez pas d'écouter le premier épisode, raconté du point de vue de Catherine. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Louise Régent. Je m'appelle Colette. Je suis née le 11 janvier 1951 à Paris. Alors nous sommes 7 enfants. Je suis la 2e ou la 3e, vu que j'ai une sœur jumelle, mais que nous avons un léger doute sur qui est arrivé en premier. Ma sœur jumelle, qui s'appelle Catherine et que j'appelle Cachou, est pour moi tout simplement une évidence, dans la mesure où on a toujours été ensemble et que l'une sans l'autre et l'autre sans l'une, ça n'existe pas. On est 2, point barre. Au début, on nous considère comme une personne, dans la mesure où on nous appelle les jumelles même quand il n'y en a qu'une, ce qui fait qu'on veut absolument avoir notre identité propre et faire comprendre qu'on est 2 et pas une. Très vite, avec ma sœur, on décide de faire des choses différentes, voire même de se séparer. Je pars aux États-Unis, elle part en Argentine. On évite, quand on est plus grande, de se faire inviter toutes les 2 ensemble. C'est chacune notre tour. On se différencie, c'est notre objectif. Mais on a une particularité qui est une espèce de connexion permanente qui fait qu'on peut faire les choses en même temps, même si on est séparés, dire les choses en même temps et avoir des événements qui se passent en même temps aussi, même si on est séparés. Par exemple, elle arrive chez moi pour une petite soirée Beaujolais que j'ai organisée. On est habillés pareil. Et en plus de ça, on a toutes les 2 été chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux. L'exemple type de choses qui nous arrivent en tant que jumelles. En août 2014, j'ai alors 63 ans, je suis en vacances, je suis fatiguée en fait, alors que c'est pas normal, je suis jamais fatiguée, jamais malade ni rien. Dans un magasin, je saigne du nez, je ne sais pas pourquoi. Et quand je rentre de vacances, je vais consulter le centre médical qui est en bas de chez moi pour faire un petit check-up vite fait. On me dit rien, j'ai pas d'avis, pas d'alerte. Au bout d'une semaine, je suis très fatiguée. Je pense à une petite grippe intestinale ou un truc comme ça. Et j'envoie mon bilan sanguin à mon gendre Raphaël, qui est médecin généraliste à Lyon. Et à ce moment-là, il me dit « Coco, va vite à l'hôpital, en urgence, je les appelle, tu as une insuffisance rénale forte et il faut vraiment que tu y ailles tout de suite sans attendre. » Là, je passe en mode robot. Je prends 3 affaires comme ça. Et je vais à l'hôpital Tenon. J'arrive dans les urgences. Et là, j'attends. C'est très, très long. Au bout de 6 heures, je vois enfin quelqu'un qui me fait faire des examens, tension à 21, ce qui est très élevé. Et qui m'hospitalise tout de suite en me disant « On va vous faire un certain nombre d'examens pour savoir pourquoi votre taux de créatinine est très 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 basse. » La créatinine, ça montre l'activité du rein. Je ne sais pas du tout ce qui m'arrive. Ma famille, mes enfants sont au taquet. Cachou est sur le pont tout le temps. Et donc là, l'histoire commence à ce moment-là. Alors les médecins, dès le lendemain,
ils me disent, en fait, vous avez un myélome. J'ai jamais entendu ce mot, donc je ne sais absolument pas ce que c'est. Et ce myélome a déclenché l'insuffisance rénale, tout simplement parce que il balance des cellules toxiques et cancéreuses que les reins finissent par ne plus pouvoir évacuer, ce qui fait qu'ils finissent par déclarer forfait. Alors le myélome est un cancer de la moelle osseuse. La moelle osseuse, à ne pas confondre avec la moelle épinière, bien sûr, c'est la moelle qu'on a dans les os. Le myélome détériore des cellules, ce qu'on appelle des plasmocytes, et les cellules attaquent les os, les reins, tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent. Donc c'est un cancer dont on ne guérit pas aujourd'hui, mais qu'on soigne plutôt pas mal et de mieux en mieux, grâce aux chercheurs qui cherchent et qui trouvent. Cette histoire de myélome, au début, comme je ne sais pas ce que c'est, j'entends que le mot cancer, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ça fait beaucoup, cancer, insuffisance rénale sévère, hospitalisation. J'ai même pas peur, je suis juste dans un état de sidération totale. On commence à me faire une première dialyse pour évacuer tout ce que le rein n'a pas évacué, notamment les cellules cancéreuses, et remettre les reins sur pied, si je puis dire ça comme ça. On m'oblige à boire beaucoup pour relancer les reins qui ne marchent plus. Mais au bout d'un moment, les médecins me disent que pour les reins, c'est trop tard. Et que par conséquent, je vais être dialysée. Alors dialysée, c'est on vous connecte à une machine qui fait le boulot du rein. C'est-à-dire qui prend le sang, qui le nettoie et qui le redonne au rein et qui enlève l'eau, toute l'eau qui est en trop, puisque quand les reins ne marchent plus, on ne fait plus pipi. Ça dure 4 heures, c'est 3 fois par semaine et c'est vital. Au début, on me dit rien, je ne sais pas combien de temps ça va durer. En parallèle, Cachou se renseigne beaucoup. Elle va, ce que je ne fais pas, sur Internet pour savoir le myélome, l'insuffisance rénale, la dialyse. Et puis, on a le docteur Rafi, mon gendre, qui nous fait la traduction médicale pour nous donner les informations qu'on doit avoir, répondre à nos questions et faire le lien entre les médecins et Cachou, qui est la porte-parole de toute cette histoire, auprès de mes enfants, ma famille qui est très nombreuse, nos amis, pour éviter que moi je sois sans arrêt sollicitée pour raconter ma nouvelle vie. En parallèle, on me fait une première chimiothérapie pour le myélome. Je suis donc toujours à l'hôpital Tenon. Au bout de 3 semaines, on est mi-octobre à peu près, on me renvoie chez moi avec 10 kilos en moins et 2 reins en moins et un myélome en plus. Donc le retour chez moi est quand même très rock'n'roll parce que je commence à réaliser ce que je viens de traverser et même si je ne sais pas quelles sont les conséquences, j'ai une petite idée du fait que ma vie vient d'exploser. J'ai du mal à me remettre dans la vie quotidienne. Je suis tellement fatiguée que c'est absolument hors de question que je me remette à travailler tout de suite. Cachou est là avec moi et me drive, elle me guide.
Elle me fait faire des calendriers, des agendas et des systèmes d'organisation pour que je puisse en même temps gérer et la partie professionnelle que je dois quitter et la partie médicale, la partie administrative, enfin tout ce qui est resté en plan pendant ces 3 ou 4 semaines que j'ai passées à l'hôpital. Je dois m'organiser pour être dialysée à Tenon. Donc, je dois me renseigner sur le plan administratif, sur le plan logistique, c'est-à-dire les taxis conventionnés, tout ça. Enfin, c'est une vraie galère. Je dois aller à Tenon 3 fois par semaine, aller et retour. Je ne sais pas absolument comment ça se passe et j'ai pas les infos. Et en plus, je suis tellement fatiguée que je n'arrive pas à réfléchir, à m'organiser et à faire ce qu'il faut. Donc c'est une période pour moi qui est obscure au propre et au figuré. J'ai l'impression qu'il fait nuit tout le temps. C'est horrible en fait. Après quelques temps, peut-être quelques mois, les choses s'organisent un peu mieux. On m'explique que je peux faire appel à des ambulanciers. Je tombe sur Ulrich, mon ambulancier, qui va commencer à s'occuper de moi, venir me chercher, me ramener, qui est absolument adorable. Et pour moi, c'est l'ange salvateur. Il me sauve la vie parce que il me débarrasse d'un énorme problème, c'est-à-dire gérer des taxis conventionnés sans les papiers que j'ai toujours pas parce que l'hôpital ne me les a pas donnés, la fatigue qui va avec, et là tout est pris en charge par Ulrich et son équipe, et donc c'est vraiment la première lueur au bout du tunnel. Cachou, elle est là quasiment tout le temps. Ce qui me semble complètement normal pour moi. Elle m'apporte des affaires, elle me lave les cheveux, elle prend les infos, va voir les médecins, est en contact permanent avec le bon docteur Rafi, mon gendre. Elle fait absolument un boulot incroyable et elle me dit « Je peux pas être autre part que là ». Je rencontre pour la première fois mon hématologue qui va traiter donc le myélome. J'y suis avec Cachou qui m'accompagne quasiment tout le temps. Ce médecin qu'on appelle très rapidement MDR pour mort de rire parce que, comme dit ma sœur, il est joyeux comme une huître sous l'exomile. Et à la fois très très efficace, mais très 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 taciturne et n'a pas vraiment d'humour et d'empathie. Alors le docteur MDR nous annonce donc que on va me faire une greffe de moelle osseuse. On vous prélève votre moelle pour la faire techniquer, c'est-à-dire la rendre propre. Ensuite, on fait une chimio XXL pour dégommer tout ce qui reste. Et ensuite, on vous fait une transfusion de vos cellules souches, donc la moelle osseuse qui a été nettoyée pour qu'elle reparte propre dans le corps et réduise les actions néfastes du myélome. Ça permet d'arriver au stade de rémission au bout de 6-8 mois et que c'est efficace mais pas forcément très agréable. J'ai donc cette greffe de moelle osseuse le 6 mars 2015. Je fais la connaissance avec la greffe de moelle osseuse qui est quand même le pire truc que j'ai jamais vécu de ma vie. On me détruit toutes mes cellules. Je me retrouve dans ce qu'on appelle un état d'aplasie, c'est-à-dire que j'ai 0 défense immunitaire. Donc je suis dans un endroit stérile complètement et je dois attendre que mes cellules souches se remettent au boulot
et reprennent chacune la fonction qu'elles avaient avant d'être nettoyées. C'est un moment extrêmement difficile, inconfortable, avec des effets secondaires, des hallucinations absolument incroyables. Je ne suis plus moi, et pour ma sœur, elle a perdu sa jumelle. Je ne lui ressemble plus. D'abord, je suis chauve comme un œuf, et je suis gris foncé. Moi, j'ai appelé ça le bronzage chimio. Je fais des bulles oranges puisque j'ai un traitement contre la mucite, qui sont des aftes géantes qui sont quelque chose d'absolument insupportable, qui me fait me badigeonner la bouche et la gorge avec des produits oranges. Je n'arrive plus à parler à cause de cette mucite. J'ai perdu énormément de poids, 10 kilos. Et je suis plus que l'ombre de moi-même. Et en même temps, je suis obligée d'être dialysée 3 fois par semaine. Je ne suis plus rien, je ressemble à rien. Il n'y a plus personne, quoi. Je reste hospitalisée à Saint-Antoine un peu plus d'1 mois, jusqu'à ce que je sorte de cet état d'aplasie et que je puisse me confrontée à l'air extérieur, si je puis dire, et que je sois suffisamment forte pour recommencer à lutter contre les microbes du quotidien. Cachou vient me chercher en voiture. Je suis gris foncé, j'ai un petit foulard rose sur la tête que Cachou m'a apporté. Elle me ramène chez moi et je redécouvre mes affaires, mon lit et la vie que je vais être amenée à recommencer à apprendre. Je recommence à vivre. Je suis toujours en traitement, mais un traitement de plus en plus léger. Je vais voir notre cher MDR tous les 3 mois à peu près. J'arrive en rémission, mais je sais, parce qu'on me l'a dit, que le myélome récidive. Donc j'ai cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, et au bout de 2 ans et demi, effectivement, il récidive. Ce qu'on appelle les chaînes légères, ce sont les cellules qui sont incomplètes et qui augmentent, alors qu'elles étaient descendues assez bas, et MDR nous dit c'est une rechute. Et donc là, on réattaque une nouvelle chimio avec des nouveaux protocoles. Je suis très déçue et frustrée parce que, en parallèle, on m'avait dit que si le myélome ne récidivait pas au bout de 3 ans, on pourrait commencer à parler d'une éventuelle greffe de rein. La greffe de rein est pour moi le Graal total, qui m'éviterait évidemment les séances de dialyse et tout ce qui va avec, le régime, enfin bon. Mais on se remet en mode warrior. Je suis assez déterminée en fait. Je sais comment ça s'organise et ce qu'il se passe. Je comprends les traitements et je commence à avoir un petit train-train dialyse hémato qui fait que je comprends qu'il y a entre ça des moments où je peux faire des trucs sympas, marcher, voir mes enfants, éventuellement quelques potes. Et je crois que c'est à ce moment-là où je prends la main sur ma maladie. C'est-à-dire que j'arrête de subir et je décide. C'est moi le chef. Je subis un nouveau protocole
qui se passe à l'hôpital après les séances de dialyse. Les premières fois, ça dure 7 heures. Et après, c'est 4, 5. Donc, j'ai des journées qui sont très chargées, super fatigantes. J'arrive plus à occuper mon temps libre pour faire des choses sympas parce que je suis vraiment fatiguée, quoi. Au bout de mon traitement pour cette rechute, qui dure à peu près 4 mois de mémoire, mais qui est assez efficace, nous reparlons, et je dis bien nous parce qu'on est toutes les deux, de l'idée d'une greffe de rein, parce qu'il y a en fait que ça qui nous intéresse. Et c'est à ce moment-là que les médecins en néphro se rendent compte qu'on est 2 jumelles monozygotes, on vient du même œuf, en fait. Et donc on a le même ADN, on est identiques. Et qu'il peut y avoir un don de rein de Cachou à Coco. On parle aussi de tout ça en hémato, puisque Cachou est toujours présente avec moi et prend des notes pour communiquer après. Et le docteur MDR comprend aussi que si elle peut donner un rein, elle peut donner de la moelle. Parce qu'il est prévu une 2e greffe de moelle, qu'on appelle une allogreffe de moelle, c'est-à-dire d'une personne différente. Sauf que nous, c'est une greffe de moelle syngénique, c'est-à-dire de 2 personnes différentes, mais avec le même ADN. Juillet 2019, Cachou me donne sa moelle, après qu'elle ait été techniquée, bien sûr, pour pouvoir être transfusée. Je repars à Saint-Antoine pour donc une 2e greffe de moelle osseuse. Et je dis pas que j'y vais en sautillant de joie, mais gravement à reculons, parce que je sais ce que c'est. Je vais resubir cette chimio qui me dégomme tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je vais perdre mes cheveux qui ont repoussé. Et puis, je vais me retrouver dans cet état d'aplasie que je redoute totalement. Mais je connais le processus, je sais que je vais reprendre du poil de la bête, du poil de la tête, comme écrit Cachou d'ailleurs. Ça prend du temps, mais que je redeviens telle que j'étais avant. Et ça, c'est une notion extrêmement importante et qui fait que, bon, je m'accroche, que je sais que ça va revenir comme avant et que c'est juste un très mauvais moment à passer. J'ai donc cette greffe de la moelle de Cachou qui réussit. Le myélome s'endort et ne bouge plus. En décembre 2020, comme tout va bien, les médecins commencent à nous reparler de la greffe de rein et même nous proposent une date en février 2021. C'est une excellente nouvelle et c'est surtout la concrétisation d'un objectif qu'on a depuis toutes ces années. Et c'est un moment de bonheur intense, quoi. On n'y croit pas. De mon côté, je réalise que Cachou va me faire un cadeau incroyable et j'ai toujours cette petite appréhension de me dire que le myélome va empêcher cette greffe parce que c'est compliqué et que le myélome peut se précipiter sur le rein de ma sœur et le manger comme il a fait avec mes reins. Et c'est ma grande angoisse, en fait. On passe une batterie d'examens toutes les deux pour savoir si on est apte à recevoir cette greffe, ce greffon. Et donc, pendant toute cette période, on est à la fois très, très excité et très angoissé, d'autant plus qu'on est dans la période du Covid et que ça rend les choses extrêmement compliquées. On doit faire attention à tout.
On est sur le fil du rasoir, je pourrais dire, dans la mesure où rien n'est sûr, mais on avance quand même. Donc on se retrouve toutes les deux à la Pitié-Salpêtrière en février 2021 pour cette greffe de rein, qui malheureusement ne peut se faire parce que Cachou a un petit virus de grippe et que on ne veut pas me le transmettre. On retourne chez nous et 4 fois après, on se retrouve dans des situations où la greffe ne peut se faire pour des raisons diverses, un petit AVC, le Covid, un manque de plaquettes. Et en juin 2021, nous avons un 5e rendez-vous pour tenter cette greffe de rein. Elle a lieu quand je me réveille. J'ai du mal à réaliser ce qui s'est passé. J'ai pas mal du tout, ce qui est déjà très bien. Et on me dit et on me confirme que ça s'est très bien passé. Et c'est le bonheur total. On a réussi en fait. On a été au bout de notre objectif. On est au bout du tunnel et c'est la lumière totale. Je demande des nouvelles de Cachou, qui est bien sûr dans une autre chambre. Et elle va très bien. Elle a un petit peu mal, mais il paraît que c'est normal. Tout va bien, tout s'est bien passé. Donc, elle va venir me voir le lendemain. Et le lendemain, elle arrive dans ma chambre et on est très émus. On se prend un grand verre d'eau, toutes les deux, et on trinque avec ce verre d'eau. Parce qu'il faut savoir que pendant toutes ces années, ces 7 longues années, j'ai été en restriction hydrique, donc très 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 peu de possibilités de boire pour pas fatiguer les reins. C'est un moment indescriptible en fait. On trinque, mon fils et le fils de Cachou viennent nous voir puisqu'avec cette période de Covid, c'est extrêmement limité. Et on voit à quel point ils sont heureux tous les deux et soulagés. Et on est tellement contente pour nous et puis pour tous ceux qui nous ont suivis pendant toutes ces années. C'est une victoire incroyable. Aujourd'hui, je n'ai aucun traitement anti-rejet dans la mesure où le rein de Cachou est exactement le même que le mien. Je ne peux pas le rejeter parce que c'est comme si c'était le mien, en fait. J'ai un traitement de soutien pour mon myélome qui, depuis 2019, ne bouge pas. J'ai quand même pas mal de difficultés à me remettre de tout ça, à beaucoup de points de vue. La mobilité, parce que le myélome a quand même bien attaqué les os, et donc j'ai un peu mal partout tout le temps. La fatigue, coup de fatigue aussi. Le myélome, il est toujours là, donc même s'il est inactif, il fatigue beaucoup. Mais côté rein, c'est nickel. Je lui parle. Je l'aime. Vis-à-vis de ma sœur, ça n'a pas changé notre relation qui est déjà extrêmement fusionnelle. En revanche, j'ai une reconnaissance pour elle qui n'a pas de mots tellement c'est énorme. J'ai d'ailleurs à un moment passé mon temps à lui faire des cadeaux parce que je trouvais pas la chose qui faisait que je pouvais faire un cadeau aussi important que ce qu'elle m'avait donné. Ce rein qui est maintenant le mien, puisque elle m'a dit que maintenant que je te l'ai donné, il n'est plus à moi. D'ailleurs, il a finalement jamais été à moi depuis le début de l'histoire. Il a déjà été à toi tout de suite. Franchement, je suis une rescapée. C'est un don qui me rend ma vie que j'avais avant. Il faut parler beaucoup du don d'organes.
parce que c'est extrêmement important. Il faut en parler à ses proches, il faut en parler à sa famille. C'est quelque chose qui est vital et qui se fait pas assez bien en France. Je me suis rendu compte que donner, c'est un acte aussi incroyable que recevoir. Et recevoir, c'est aussi quelque chose de très particulier. Ça ne se fait pas comme ça, en claquant des doigts, parce que l'acte de donner est un acte d'une générosité sans nom. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Louise Régent. Transfert est produit par Slate Podcast. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production, Mona Delahaye. Prise de son et montage, Johanna Lalonde. Musique originale, Arnaud Denzler. L'introduction est écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.